La surveillance des sites permet de prédire la survenue des glissements de terrain afin de pouvoir minimiser le risque en combinant moyens humains et technologiques. Cette surveillance ne peut se faire pratiquement que sur une superficie circonscrite et donc sur un site déjà identifié comme susceptible de subir un glissement de terrain. Les responsables doivent donc connaître de façon plus ou moins précise la distribution de susceptibilité dans la région dont ils ont la charge. Autrement dit, les autorités doivent disposer d'une cartographie de leur région indiquant les intensités de risque de diverses zones. Cette vidéo présente comment l'on peut de façon simple dresser une telle carte en combinant les propriétés de la région et les caractéristiques des glissements passés. La méthode s'applique à diverses échelles, quartiers, villes, pays, continents, planètes et produit de très bons résultats. Pour te permettre de bien comprendre, je me baserai encore sur un cas réel. Le cas que je prends en exemple est la région montagneuse du district de Darjeeling, au nord-est de l'Inde. Elle est grande de 3149 km² et largement couverte de végétation, que ce soit des plantations ou des forêts. La région est traversée de routes et de cours d'eau et les flancs peuvent être très inclinés avec des pentes atteignant 79 degrés. Il serait donc très difficile de surveiller chaque flanc de montagne par des méthodes de proximité. Plusieurs glissements de terrain se sont déjà produits dans le district. La base de données en contient 326 avec leurs caractéristiques. Chacun de ces événements est localisé sur cette carte par un point rouge. Comme déjà élaboré dans la vidéo en fil sur l'écran, divers facteurs contribuent à l'accessibilité de la région au glissement de terrain. Un total de 12 facteurs ont été retenus comme pertinents. Avec l'aide de divers instituts techniques sur place, des cartes présentant la distribution de ces facteurs ont été dressées. Les hauteurs de pluie varient entre 1877 mm et 2333. Les flancs atteignent 79 degrés de pente, mais on peut aussi retrouver des terrains tout plats. Le point le plus haut culmine à 3602 mètres et le point le plus bas est à 15 mètres. Les terrains plats sont naturellement tournés vers le ciel et les flancs inclinés regardent l'un ou l'autre des points cardinaux, c'est-à-dire nord, sud, est, etc. Les couches stratigraphiques présentes dans le district relèvent de 5 principales unités de temps géologiques, dont le Trias ou l'Holocène. Les sols sont classifiés en 5 groupes dominés par un mélange à diverses proportions de gravier et d'humus. La région est si riche en cours d'eau qu'aucun point n'est situé au-delà de 4,33 km. Le point le plus éloigné du route est situé à environ 16 km. Très peu de points sont situés entre 8 et 10 km d'un linéament. Les linéaments peuvent être soit des vallées, soit des lignes d'écrites. 5 types de couvertures ou usages caractérisent les terrains: les plans d'eau, les zones habitées comme des villes, villages ou campements, la végétation naturelle, les terrains en jachère ou les plantations. L'indice de différence normalisé à la végétation mesure si une surface contient ou non de la végétation verte vivante. Un indice de -1 correspond au plan d'eau, un indice de 0 correspond aux zones stériles de roc, de sable ou de neige, et un indice de 1 correspond aux forêts fluviales. L'indice d'humidité topographique mesure la propension d'un terrain à accumuler de l'eau qui ruisselle ou à la laisser couler uniquement du fait de sa faible ou forte pente. Un grand indice correspond à un terrain qui accumulerait de l'eau et un petit indice à un terrain bien drainé. Cet indice est différent de la pente en ce qu'il prend en compte l'écoulement effectif des eaux en amont et la largeur de son bassin versant. Maintenant que les facteurs qui caractérisent le district sont bien définis, voyons avec quelle intensité des risques chacune des classes de ces facteurs influence la survenue du glissement de terrain. Pour cela, on utilisera la base de données constituée de 329 glissements de terrain qui sont précédemment survenus dans le district. Pour les pluies par exemple, on a 5 classes: très faibles, faibles, modérées, élevées et très élevées. Dans la base de données qui liste les surfaces au sol des glissements de terrain passés, aucun glissement ne correspond aux classes très faibles et faibles. Les glissements correspondant à la classe modérée couvrent 31,56 hectares et ainsi de suite. La surface totale des aires de glissement est de 431,35 hectares, ce qui correspond à une aire moyenne de 86,27 hectares. Les classes très faibles et faibles ne contribuent pas du tout à cette moyenne. Elles ont une intensité de risque nulle. La classe modérée représente 0,37 fois la moyenne. Les classes élevées et très élevées valent respectivement 3,41 et 1,22 fois. Ces ratios constituent des intensités de risque associées à chaque classe. Une intensité de risque plus grande que 1 indique que la classe a une grande responsabilité dans la survenue du glissement. Cet exercice est mené pour les 11 autres facteurs: pente, altitude, orientation. Les intensités de risque de chaque classe de tous les facteurs sont calculées. Ensuite, les intensités de risque sont converties en score mesuré en pourcentage. La plus grande intensité de risque sous un facteur correspond à 100% et les autres sont déterminés par simple règle de 3. Continuons avec l'exemple des précipitations. La classe élevée a un score de 100% et les classes très faibles et faibles sont à 0% et ainsi de suite. De la même façon, les scores de chaque classe de tous les autres facteurs sont calculés de telle sorte que chaque point de la région peut être caractérisé par un ensemble de scores correspondant aux classes de facteurs auxquels il appartient. En guise d'exemple, prenons ce point. Pour chaque facteur, lui est associé une classe. À
chacune de ces classes correspond une intensité de risque et un score. Pour certains scores, ce point est très susceptible de subir un glissement de terrain, c'est en rouge, et pour d'autres, c'est en bleu, il est moins. En combinant ces scores pour n'obtenir qu'un seul, on peut trancher sur la susceptibilité de glissement pour ce point. Il existe diverses méthodes permettant de combiner ces scores. Quelques-unes sont l'addition algébrique, la multiplication algébrique ou une combinaison des deux. En employant cette dernière méthode sur le point pris en exemple, le score résultant est 77%, ce qui est bien élevé. Cette opération est généralisée à tous les points de la région. Les scores résultants sont groupés en 3 classes, faibles, moyens et élevés, et placés sur la carte de la région. Cette carte de score résultant décrit la distribution de la susceptibilité des glissements de terrain dans la région. La superposition des précédents glissements de terrain à la carte obtenue, les petits points rouges, indique que la plupart des événements surviennent effectivement dans les aires identifiées comme susceptibles. L'évaluation a conclu à une performance de 92% de cette carte. Une telle carte de susceptibilité peut être dressée à coût modéré à diverses échelles, quartiers, districts, pays ou régions, et utilisée pour minimiser les conséquences des glissements de terrain. Ayant identifié les zones susceptibles, les communautés s'arrangeront à éviter d'y construire ou d'y créer des plantations. Au contraire, des mesures de précaution peuvent être développées à ces endroits susceptibles. Si nécessaire, des systèmes de surveillance pourraient être mis en place sur les seules zones identifiées comme susceptibles. Regarde les vidéos précédentes pour en savoir plus sur ces mesures de précaution et les systèmes de surveillance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Clique sur j'aime et dis-le moi dans les commentaires. Une fois de plus, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Sigma Hero et activer la notification pour ne rater les publications. Partage tous les toits. Rejoins-moi aussi sur notre page, là tu trouveras les liens en zone de description. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram.